Parfait. Bonsoir. Merci beaucoup de m'accueillir et de me donner l'opportunité d'ouvrir cette séance. Alors moi, je vais vous faire le témoignage non pas d'un spécialiste de la sécurité ou d'un médecin, mais du type qui est responsable de l'informatique d'un gros hôpital. Et puis pour ça, il faut déjà que je trouve le bouton. Voilà. Donc un gros hôpital. Je vais essayer de vous parler un peu de notre hôpital, du CHUV, de son informatique, des devices médicaux et de la problématique que les devices médicaux nous posent aujourd'hui, et puis on essaiera de lier ça à la cybersécurité et de conclure en 15 minutes chrono ou un mini poil plus. Alors, le CHUV, j'espère que tout le monde le connaît, j'espère que vous le connaissez pas trop en tant que patient, mais plutôt en tant que réputation. Et je dirais, si je devais résumer, que c'est quelque chose qui est très gros et très complexe. C'est une véritable petite ville. Vous voyez, on a plus de 11 000 collaborateurs. On a d'ailleurs plus d'ordinateurs que de collaborateurs. Mon équipe gère 12 000 PC, plus différentes machines à côté. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très gros aujourd'hui. Et puis on a 1500 lits, on a à peu près 1500 médecins aussi. On a 50 000 patients qui arrivent chaque année. Donc c'est quelque chose qui est gros, qui est touffu et qui est vraiment un domaine métier extrêmement complexe. Si on essaie de regarder maintenant ce qu'est un hôpital aujourd'hui, un hôpital, c'est digital. Ça, c'est le système qui gère notre bloc opératoire, 27 salles d'opération quand même, juste en parallèle. Ça, c'est le système qui gère nos urgences de manière visuelle pour les flux de patients aux urgences. La moitié des patients d'un hôpital arrivent par les urgences. Ça, c'est le système qui gère nos soins continus, soins intensifs. Ça, c'est la radiologie. Ça, c'est le dossier patient. Je vous épargne le reste. On a 200 applications centrales, dont une septantaine dans le domaine médical. L'hôpital d'aujourd'hui, il est donc à la fois digital, mais il est aussi interconnecté à ses partenaires de manière digitale aussi. Les partenaires de l'hôpital, c'est quoi? C'est les autres hôpitaux, c'est les soins à domicile, c'est tout ce qu'on appelle aujourd'hui la cybersanté, les autres partenaires sur le parcours du patient. Mais c'est aussi pour un hôpital universitaire, les projets de recherche, le SPHN, donc le réseau suisse de médecine personnalisée, le Human Brain Project. Tous ces environnements sont extrêmement friands de données numériques. Alors, je sais pas s'ils payent, j'aimerais bien qu'ils me payent $500 par dossier patient. C'est plutôt des collaborations et on essaye surtout d'anonymiser ces données, mais on a toutes ces connexions. On a évidemment des connexions aussi de plus en plus avec des devices médicaux personnalisés. On essaye d'avoir des contacts avec le patient avant son séjour à l'hôpital et après son séjour à l'hôpital à travers des devices personnalisés. Et puis, mais ça commence. Quand on dit médecine personnalisée, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. En oncologie, qui est un de nos centres aujourd'hui de pointe, on a un service d'oncologie personnalisée. Le patron de ce service, il est à la fois physicien et il est médecin. Et il engage des gens comme mon cousin. Mon cousin, c'est le gars qui est bien et intelligent dans la famille. Il est astrophysicien. Il a travaillé aux États-Unis pendant très longtemps. Ce qui est très drôle, c'est qu'il n'est pas médecin du tout. Mais si on fait de la médecine personnalisée, les algorithmes statistiques qu'on va utiliser sont des algorithmes assez proches des algorithmes qu'on a en astrophysique. Donc c'est ça la médecine aujourd'hui. Donc en gros, on est sur des données et on est sur de l'IT de manière extrêmement intensive. Donc l'IT du CHUV, c'est 43 millions par an, c'est 200 personnes, donc ça commence à faire un assez joli service. Amusant, hein. D'ailleurs, il y a beaucoup de techniciens ici. Moi, en tant que responsable de cette équipe-là, je passe beaucoup de temps à régler des problèmes qui sont plutôt des problèmes de ressources humaines pour faire en sorte que tout le monde travaille ensemble, plutôt que les problèmes techniques. J'ai des très très bons collaborateurs
ordinateur qui est parmi ces 200 qui règle les problèmes techniques. 2 pétabytes de données, on a, j'ai dit 12 000 machines, on règne aussi sur les téléphones parce qu'il y a plus de bip maintenant des hôpitaux. On a une infrastructure GSM, faible puissance interne et ce genre de choses-là. C'est vrai, vous m'entendez pas trop au fond de la salle. Bon, je reprends le micro plus haut. Merci. Alors, les devices médicaux connectés, il y en a partout. Pourquoi? Parce que tous les automates, tous les systèmes aujourd'hui ne génèrent plus des rubans de papier comme c'était le cas il y a encore quelques années, mais contribuent avec des données sur un réseau informatique. Les systèmes de laboratoire, c'est quelque chose de très clair. Les modalités d'imagerie aussi, tout ça, c'est totalement numérique aujourd'hui. Mais on commence à avoir d'autres choses. On a par exemple la pharmacie, la dispensation de médicaments se fait avec des armoires de pharmacie qui sont sur le réseau IP. Les accélérateurs, les électrocardiographes, tous les systèmes de monitoring, je vais pas vous faire un dessin, tout ça aujourd'hui, c'est des systèmes connectés, qui sont sur notre réseau IP. Donc, on en a une partie énorme dans le domaine médical, et puis on a évidemment aussi des systèmes qui sont non médicaux. La détection de feu, les batteries d'ascenseurs dans des grands bâtiments, la gestion technique du bâtiment, tout ça aujourd'hui, c'est des systèmes qui sont sur notre réseau. Et comme on l'a dit avant, ce réseau, il est extrêmement sensible parce que on a aussi des données médicales à $500. Je sais, enfin, de toute façon, ce serait un énorme problème, indépendamment du prix, d'avoir des fuites de données médicales. Et hélas, il y a beaucoup d'hôpitaux aux États-Unis qui ont été hackés ces dernières années. Donc, c'est vrai que c'est un énorme souci pour quelqu'un comme moi qui suis responsable d'un environnement sur lequel on va avoir toutes les données médicales des patients. On a toutes les données qui sont nécessaires à contrôler les processus même du fonctionnement de cet énorme hôpital. Et à côté de ça, on a tous ces systèmes médicaux, non médicaux, j'ai pas encore parlé même des devices implantables, genre pacemaker et ce genre de choses-là, ou des wearables qu'on essaye de mettre de plus en plus à nos patients dans certains domaines comme la neurologie et autres. Tout ça, c'est sur un réseau, on a des données hypersensibles, et puis de l'autre côté, il faut qu'on connecte tout ça, et tout ça, ça vient, c'est produit par des dizaines, voire des centaines de fournisseurs différents, et sur lesquels on a très peu de contrôle, et c'est pas moi qui ai du contrôle. Un prof dans un domaine de spécialité, un grand professeur qui veut tel ou tel appareil de mesure, parce que c'est l'appareil qu'il faut avoir pour soigner ses patients, c'est lui qui décide, et puis ensuite cet appareil, il arrive dans mon environnement. Donc c'est ça la vie que j'ai aujourd'hui, qu'on a aujourd'hui dans un grand environnement de ce type-là. Et puis, vous le savez, les hôpitaux aujourd'hui sont hélas sous attaque. Vous êtes des spécialistes de sécurité pour beaucoup dans cette salle. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est clair que ce soit des attaques ciblées comme on les voit aux États-Unis, ou que ce soit plutôt des collatéraux d'attaques d'un type différent, comme on l'a vu avec WannaCry, qui a paralysé un certain nombre d'hôpitaux britanniques l'année passée. Aujourd'hui, on vit dans un environnement qui est un environnement extrêmement dangereux. Donc, tout ce que je vous ai présenté avant comme paysage numérique est un paysage qui se trouve dans un environnement très dangereux. Ça, c'est un diagramme qui est dans mon cahier des charges. La première ligne, c'est marqué que je dois être optimiste. La deuxième ligne, ça doit marquer que je dois être un peu idéaliste pour travailler dans un hôpital. La troisième, ça doit marquer que je dois être capable de dormir quoi qu'il arrive dans mon environnement. Et si vous regardez ce diagramme-là, ça c'est le nombre de programmes malveillants, de malware qui ont été identifiés. Aujourd'hui, ça a été tiré le 26 octobre, on en a plus de 800 millions identifiés et l'année n'est pas finie. En gros, il y a 4 nouveaux malwares qui apparaissent chaque seconde.
une chose amusante, moi je suis arrivé dans cet hôpital ici en 2006. En 2006, il y avait quasiment pas de malware et on n'avait pas besoin de l'informatique pour soigner les patients. Aujourd'hui, on a besoin des systèmes informatiques pour soigner nos patients et on est dans un environnement où on a ce nombre de malware. Autant vous dire que la 3e ligne du cahier des charges, être capable de bien dormir, c'est quelque chose de particulièrement important pour moi parce que ça fait peur. Ça fait peur. Et c'est évident que on te doit de garantir un service malgré cet environnement. Une autre chose qui fait peur, j'insisterai pas trop là-dessus, mais ce qui est intéressant, c'est que non seulement il y a de plus en plus de malware, mais le nombre de vulnérabilités identifiées dans les systèmes explose. Et je sais pas s'il faut s'en réjouir ou le déplorer aujourd'hui, parce que ça pourrait être juste le fait d'une nouvelle prise de conscience des développeurs de logiciels qui commencent à mieux tester avec des récompenses en cas de découverte de problèmes. Mais ça pourrait aussi être une baisse de la qualité du logiciel qui est liée à l'explosion technologique qu'on voit ces temps, c'est-à-dire qu'on doit être de plus en plus à jour avec de plus en plus de systèmes électroniques. Donc, c'est une grosse difficulté. En résumé, un environnement qui devient de plus en plus délicat. On a dit que les hôpitaux étaient sous attaque de manière générale. Évidemment, les objets connectés sont aussi sous attaque. J'imagine que beaucoup d'entre vous ont vu cette vidéo de la Jeep qui a été hackée aux États-Unis. C'est un exemple parmi d'autres. Et évidemment aussi, les objets connectés médicaux sont aussi des cibles potentielles et sont aussi concernés. Et que ce soit des pompes à insuline, ça c'était une qu'est-ce qu'il faut dire, une référence anticipée à la présentation qui suivra. Que ce soit les pacemakers, cette vulnérabilité de pacemaker, on en a eu 2 au CHUV. Et quand on fait un update du firmware sur un pacemaker, on est vraiment obligé de le faire sous des conditions médicales qui sont très délicates. Malheureusement, ces objets médicaux, ils sont souvent mal protégés. Pourquoi? Parce que, ils sont mal protégés parce qu'ils sont développés par des gens qui sont plutôt des fournisseurs de matériel de mesure, qui s'occupent de la safety du patient, qui veulent que ces équipements médicaux ne causent aucun danger au patient et donnent des mesures qui soient des mesures précises. Par contre, si on regarde au niveau de l'informatique de l'hôpital, on subit ces équipements, on ne peut pas vraiment contrôler leur programmation informatique et souvent ils sont pas programmés d'une manière extrêmement protégée parce que c'est pas des informaticiens. Dans beaucoup des sociétés qui sont nos sociétés partenaires, c'est des gens qui fournissent des instruments de mesure, c'est pas des informaticiens. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que nous on est obligés de mettre ces équipements médicaux qu'on peut pas contrôler dans des zones séparées du réseau, d'essayer en fait de les mettre à côté et de les contrôler parce qu'on n'a pas vraiment de pouvoir là-dessus. Et ce pourquoi je plaide, c'est qu'on ait vraiment une collaboration entre les industriels, les biomédicaux et les équipes IT de façon à pouvoir créer des équipements connectés beaucoup plus sûrs. C'est difficile parce que les cultures sont très différentes. Comme je l'ai dit, la culture de sécurité des gens IT, on va parler de danger, de vulnérabilité, d'exploitation de threat. Vous connaissez ça beaucoup mieux que moi. Mais de l'autre côté, les gens qui font des appareils médicaux, eux, ils parlent de situations dangereuses, ils parlent de hasard, d'actions de mitigation, de safety pour le patient. C'est pas les mêmes normes. C'est pas la même culture, c'est pas le même vocabulaire. Mais clairement, aujourd'hui, c'est un souci. Et un deuxième souci dont on reparlera peut-être un peu après, c'est à la table ronde ou autre, c'est que on n'a pas aujourd'hui un cadre réglementaire et surtout des directives d'application qui sont très claires et très précises
pour les fournisseurs. C'est tout nouveau. Ces standards sont en train d'être élaborés. Les guidances de Swissmedic, elles s'occupent de la safety du patient, mais elles n'intègrent pas la cybersécurité aujourd'hui. La première guidance de la FDA sur le sujet est la moins de 2 ans. Donc c'est quelque chose d'extrêmement récent et c'est quelque chose où nous, par exemple, les hôpitaux cantonaux latins, on a dû publier notre propre recueil de directives pour les fournisseurs pour être sûr que la sécurité atteignait un niveau qui était à peu près raisonnable. Mais évidemment, c'est pour nous très difficile d'imposer ces normes aujourd'hui. Donc, si je résume, take home messages, il y a de plus en plus de devices dans les hôpitaux et il faut pas oublier que ces devices, ils sauvent des gens. C'est-à-dire que le fait de pouvoir bien mesurer le statut d'un patient, le fait de pouvoir les équiper avec des implantables, ça sauve des patients. Donc, c'est juste une donnée du problème et on n'arrivera pas à changer ça. Mais la cybersécurité de ces équipements, c'est un défi énorme pour tout le monde et surtout pour moi. Aujourd'hui, on a des solutions qui sont des solutions, allez, je vais dire contournement palliatif, c'est un tout petit peu quand on parle de médecine et dans des stades qu'on n'aime pas trop, mais on est obligé d'avoir des solutions de contournement. Et ce qu'on voudrait vraiment, c'est qu'on puisse aujourd'hui renforcer le cadre législatif, renforcer le cadre de travail, de façon à ce que la maturité générale, mais surtout, et là, je dois le dire, et là je parle statistiquement parce que je sais qu'il y a des très bons éléments parmi nos fournisseurs, mais quand vous en avez autant dans un grand hôpital, vous en avez aussi qui sont pas bons, et c'est là que ça nous crée des vulnérabilités énormes dans un environnement comme le nôtre. Donc, on plaide pour renforcer ce cadre législatif et une collaboration étoffée. Merci beaucoup. Merci beaucoup Pierre-François. Restez parce que on a une table ronde après, mais on a le droit aussi de se poser des questions, non? Ouais, on a le droit. Du coup, est-ce que vous avez des questions, monsieur, au fond? Alors soit vous parlez fort, ou soit je vais avec vous. Ouais. Et puisqu'on est entre nous, du coup, vous pouvez vous présenter aussi, que tout le monde sache qui vous êtes. Alors, Hank, je travaille pour le pharmaceutique en sécurité. Alors, j'avais une question sur la responsabilité en cas de bug et de faille de sécurité. Est-ce que peut-être, puisque les normes sont pas à jour encore dans le monde médical, dans les objets connectés médicaux, ce serait pas l'occasion de faire ce qui a jamais été possible dans le monde générique, c'est-à-dire de rendre responsable l'éditeur, le vendeur qui a créé des problèmes dans le logiciel, en disant bah voilà, le médecin prend un risque, c'est de tuer son patient si quelqu'un, par malice ou par accident, venait à terminer la vie de quelqu'un. Eh ben, il y aurait, un risque de procès, un risque de responsabilité de l'hôpital, etc. Et de pouvoir reporter, justement, cette responsabilité pour motiver les éditeurs à intégrer la cybersécurité dès le début. Peut-être optimiste, mais... Alors c'est clair que je suis optimiste, je suis idéaliste, donc c'est mon rêve. Et effectivement pour nous dans les hôpitaux, nous on est responsable de la prise en charge des patients. Donc in fine, alors heureusement c'est pas aussi judiciarisé en Suisse qu'aux États-Unis, mais in fine c'est nous qui prenons cette responsabilité. Et c'est clair qu'en l'absence de normes précises, c'est très difficile pour nous de reporter ensuite cette responsabilité sur un fournisseur pour pouvoir prouver que le fournisseur n'a pas respecté, par exemple, les normes liées à un device médical. Le cadre législatif est en train d'évoluer de ce côté, donc je pense qu'on va vraiment dans cette direction. Et puis c'est clair que là, vous posez la question à quelqu'un qui n'appelle que de ses vœux qu'on se trouve dans une situation où nous, on puisse aussi responsabiliser les autres acteurs. C'est un peu le même problème qu'on a avec l'intelligence artificielle et les véhicules autonomes. On se pose la question de savoir si jamais il y a un accident, c'est la faute du constructeur ou du pilote. C'est un peu la même problématique. C'est la même problématique. Et je pense que c'est pas quelque chose de facile du tout. La grosse difficulté, c'est que si on commence à mettre trop de règles de responsabilité, on va aussi tuer l'innovation. Et parce qu'évidemment, on va ralentir beaucoup la sortie sur le marché de nouveaux produits et de nouveaux systèmes, dont
je répète, on sait que ça peut sauver des gens. Ce qu'on fait maintenant en oncologie personnalisée, par exemple, moi, je serais vraiment, je trouve que maintenant, quand on voit ce qu'on arrive à faire avec le traitement du génome qui nous permet d'avoir le bon traitement oncologique en fonction de son génome, c'est juste waouh par rapport à ce qu'on faisait il y a juste 5 ans. Et donc, il faut faire attention que cette responsabilisation des acteurs ne tue pas l'innovation non plus. Une autre question? Oui. Oh, on en a plusieurs. Chouette. Monsieur. Bonsoir, Philippe Blondin. J'ai une petite question. J'ai cru comprendre que du côté du CHUV, vous avez un système pour la gestion des dossiers des patients qui est hérité de Siemens, je crois qu'il va arrêter, dont ils vont arrêter le support et vous allez devoir le remplacer. Et donc la question, quand vous allez le remplacer, est-ce que les aspects cyber security vont être pris en compte ou c'est les aspects fonctionnels? Non. Alors, si je reviens 2 slides en arrière, vous avez vu que c'est tous les achats qu'on fait maintenant, et que ce soit au niveau des systèmes d'information ou des devices médicaux pour lesquels on a un catalogue d'exigences de sécurité, mais on avait déjà des exigences de sécurité pour le système précédent. Donc, pour nous, la sécurisation de ces systèmes est une sécurisation, est une des exigences absolues. C'est d'ailleurs une des grosses difficultés qu'on a parce que il y a des fois où on va se retrouver avec des systèmes qui plaisent beaucoup à nos médecins parce que ils les trouvent très adéquats sur le plan fonctionnel, mais qu'on refuse au niveau de l'IT parce que ça remplit pas nos exigences de sécurité. Puis après, pour parler du système Soariane de Siemens, je pense qu'il sera, eux le supporteront encore pendant de longues années parce que il y a encore des centaines d'hôpitaux aux États-Unis qui tournent sur ce système-là. Donc, on n'aura pas de problème de sécurité dans un avenir proche, mais on aura des problèmes sans doute du fait que ça évoluera de plus en plus lentement. Pierre-François, on a une dernière question qui a priori devra appeler une réponse courte, et tant mieux parce qu'il va falloir qu'on respecte le timing. Alors bonsoir. Bonsoir. Vous avez dit avoir défini d'ores et déjà des règles de cybersécurité au CHUV. C'est possible de savoir à partir de quel document vous êtes basé pour définir ces règles? Est-ce que c'est des régulations ou des normes d'autres domaines? Alors on est parti sur des ensembles de règles qui sont des normes, les normes ISO de sécurité, des bonnes pratiques et ce genre de choses. Mais je dirais, et pour faire court, je renverrai volontiers la question. Venez me voir après, et puis je vous mets en contact avec notre CISO, notre responsable de sécurité informatique, parce que lui pourra vous envoyer toutes les normes qu'on a utilisées en source de ce document-là. Merci beaucoup, Pierre-François. Merci.